Bonjour à tous, je vais juste mettre un timer parce que il y a beaucoup de choses à dire. Et du coup, pas forcément beaucoup de temps parce que je comprends. Moi aussi, j'ai envie d'aller boire un verre. Tac, 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 ici. Clac. Ok, parfait. Hop, voilà. Donc bonjour à tous, merci d'être là encore. Je me présente, je suis Gérard Paligo, je suis GDE sur Android, Google Developer Expert pour ceux qui ne connaissent pas le programme, et Mobile Staff Engineer chez Decathlon. Et oui, j'ai mis mes réseaux sociaux. Et donc aujourd'hui, on est là pour parler de ce qui a été annoncé pendant la Google I/O 2022 autour de Android. Donc le What's New de What's New in Android, parce que il y a eu beaucoup de What's New. Hop. Toc, il s'est stoppé. Ah non, c'est bon. Ok. Alors, oui, avant de commencer, petit disclaimer, il y a eu énormément d'annonces. J'imagine que la plupart d'entre vous ont vu au moins ça de loin. Je pense que tout cumulé doit bien avoir plusieurs heures. Donc, en 30 minutes, je ne vais pas tout faire, très clairement. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est de vous highlighter un peu les choses qui sortent peut-être du lot, qui vont intéresser le plus grand nombre ici. Et après, je vous ai mis des liens pour si vous voulez creuser un peu plus les choses. Et on va commencer avec Android 13 et tout ce qui est lié à la plateforme. Donc on va voir tout ce qui est lié à la privacy. Encore une fois, pour cette nouvelle version, le maître mot était sans doute la privacy. On va faire un petit tour sur l'accessibilité. On va après voir comment est-ce que Google veut simplifier la communication entre plusieurs devices. Et après, on va aller très rapidement sur Media 3 et MLKit. Vous allez voir vraiment très rapidement. Du coup, on va commencer par Android 13. Le maître mot, c'était plus de transparence dans pour tout ce qui est lié, enfin, pour l'utilisateur, pour tout ce qui est lié à la privacy. Première chose, internal, external storage. L'idée, c'est quoi? C'est qu'ils ont créé des librairies qui s'appellent Modern Storage, qui sont là pour faciliter la gestion des fichiers en mémoire. Donc sur internal storage, ça veut dire quoi? Internal et external storage, ça veut dire quoi? C'est la mémoire qui est liée à votre application. Donc si vous désinstallez l'application, cette mémoire-là sera supprimée aussi. Pour ça ici, vous avez la première ligne qui va vérifier via context.fileDirs, va vérifier si sur l'internal storage, vous allez avoir encore de l'espace pour le fichier que vous essayez de sauvegarder. Sinon, il va prendre l'external et puis il utilise les streams pour pouvoir l'écrire sur le disque. Après, vous connaissez sans doute aussi le shared storage. Pareil, ils ont essayé de simplifier les choses. Le shared storage, c'est quoi? C'est du coup ici, c'est ce que je prends. Je prends le directoire picture qui sont au niveau de votre téléphone et sur lequel n'importe quelle application peut venir écrire dessus. C'est-à-dire que si vous désinstallez l'application, tout ce qui se figurera dans ce dossier-là ne sera pas supprimé. Donc là je récupère les pictures, je récupère mon fichier que je nomme funny et puis je l'écris. Le photopicker, vraiment super cool. Qu'est-ce que ça permet? Ça permet de, sans devoir demander de permission particulière, de directement placer dans votre application une expérience qui sera unifiée avec toutes les autres applications, en tout cas qui utilisent cette feature-là. Donc ici, là, vous avez quoi? Vous avez des exemples avec Compose. Vous avez une première partie qui est la partie register. Donc je vais simplement dire je suis intéressé par tel événement. Donc ici le pic visual media, et dans la callback je vais récupérer l'URI de ce qui a été piqué, et après il y a le call qui dit ben vas-y lance-moi l'expérience, et donc ça va faire ce que vous voyez là ici à droite. Donc là ici on n'est pas dans une application à part, on est vraiment dans l'application qui utilise cette fonctionnalité, et donc je rappelle sans permission, donc c'est plutôt cool. Et après on a aussi le développeur downgrade permission. C'est quoi? Très simplement, si vous avez besoin d'une permission et que vous n'en avez plus besoin, vous pouvez la supprimer. Je ne sais pas qui va utiliser ça, mais vous pouvez le faire maintenant. Vous voyez aussi d'ailleurs Require API 33, donc c'est que pour la dernière version. Pour l'instant, je pense que ce sera toujours le cas, parce que je ne vois pas comment est-ce qu'il pourrait faire ça dans la vieille version. Donc il va encore moins utiliser sans doute. Et après, il y a plusieurs autres choses qui ont été annoncées. Le Privacy Dashboard, le Notification Permission vous allez devoir demander la permission pour envoyer des notifications. Le Location Accuracy qui va permettre de laisser à l'utilisateur le choix entre partager sa position de manière précise ou pas.
Le Nearby Device, on va en reparler, c'est tout ce qui est communication entre devices, et le Clipboard Notification qui va simplifier, enfin, qui va plutôt sécuriser le fait que d'une application à l'autre, ce que vous avez sauvegardé dans vos clipboards, si vous avez des informations sensibles, elles ne soient pas partagées avec les autres applications. Donc si vous voulez en savoir plus sur ça, il y a 2 talks qui ont été faits à Google I/O. Le premier, Privacy User-Centric Apps, et le deuxième, Best Practice for Background Work, qui sont vraiment très centrés sur Android 13. Pour la plateforme, on va d'abord du coup parler de l'accessibilité. Si vous me connaissez ou si vous m'avez vu à la Google I/O, à Android Makers. Vous savez que c'est un sujet qui me tient à cœur avec ma co-speakeuse. Avec la version 1.2.0 bêta 0.1, ils ont commencé à prendre un parti assez fort sur tout ce qui est lié à l'accessibilité. C'est-à-dire que là ici j'ai un radio button, si je lui donne une callback on click, il va automatiquement me mettre une taille de 48 dpi pour mon icône. Chose que si je le retire, ça revient à 24 dpi. Et ça pour tous les éléments cliquables aussi. C'est-à-dire qu'en gros, ici j'ai une box noire toute simple avec un élément clickable. Vous voyez ici, quand je clique à l'extérieur de la box, elle reste cliquable. Donc c'est-à-dire que ma zone cliquable est vraiment étendue au-delà de ma zone cliquable. Ok. Pour tout ce qui est lié à la plateforme, maintenant, pour tout ce qui est lié à multi-device development, qu'est-ce qu'a fait comme constat Google? C'est dans nos maisons, il y a de plus en plus d'objets connectés avec leurs propres applications, leurs propres manufactures, etc. Comment faire pour les faire communiquer encore plus facilement entre eux? Donc il y a 3 étapes sur lesquelles ils ont un peu présenté les choses. La première, Device Discovery. Là ici, ce qu'on fait, c'est on a une première partie là qui permet d'enregistrer, d'avoir une callback qui dit voilà tous les nouveaux devices que j'ai découverts, et après la méthode pour identifier des devices. Donc ici, la méthode Bluetooth. Il y a juste ça à faire pour lancer la discovery. Et après, on a la partie de wake up. Donc une fois que j'ai identifié un autre device, je vais tenter de faire un wake up pour dire je veux initier une communication avec toi. Donc pour ça, d'un côté, la première partie c'est une application, la deuxième partie c'est une autre application. Donc la première partie c'est je lance la requête de wake up. La deuxième partie c'est ok, j'ai récupéré l'intention de wake up, maintenant j'initialise quelque chose et notamment je fais la accept incoming connection qui permettra de initialiser une communication sécurisée entre les deux. Et cette fonction-là, on avait une approche à la base qui était basée sur des callbacks. Maintenant, ils ont commencé à travailler sur une approche basée sur les coroutines, qui est, à mon sens, bien plus simple que l'approche des callbacks. Mais ça pour beaucoup d'autres choses avec les coroutines. Media 3 va remplacer ExoPlayer. Dans le futur, pas tout de suite. Ce qu'ils ont dit, grosso modo, c'est que pour l'instant, ils vont continuer à faire des versions en parallèle. Donc, si ExoPlayer fait une release, Media 3 le fera. Je vais vous montrer ça à la fin dans les différents replays. Ils vous expliquent comment faire la migration si vous voulez déjà la faire. Mais donc, du coup, à l'avenir, ça pourrait disparaître. Et après, il y a le spatializer audio, pour ceux que ça intéresse, grosso modo, comment ça fonctionne. On récupère l'audio manager, on récupère le spatializer, et puis on va vérifier si le device, si c'est possible sur le device, sur la version sur laquelle on est, s'il est activé, et si on peut lancer le spatializer. Si oui, on peut lancer sur un multi-channel, sinon on revient sur du stéréo. Et enfin, le MLKit, pardon. Alors, il y a pas mal de choses qui ont été annoncées par rapport à MLKit. J'en ai retenu 2 qui vont sans doute impacter un certain nombre d'entre vous. C'est le fait qu'ils ont migré certaines features dans les Google Play Services pour éviter de vous les embarquer dans vos différentes applications. Donc, typiquement, si vous faites une TensorFlow dans votre application ou du scan de QR code basé sur MLKit, vous pouvez retirer ces dépendances de vos projets et les utiliser via du coup les Play Services. Donc ça permet de réduire votre APK, etc., votre taille APK. Donc
plusieurs replays, énormément de replays sur tout ce qui est plateforme. Tout ce qui est accessibilité, on en a eu 2. Le multi-device développement, donc pour la communication entre les différents devices. What's new in Android Media, donc c'est celui que je vous parlais, si vous voulez avoir plus d'informations là-dessus. J'ai vu quelques tels qui sont faits, tiens, bizarre. Android Camera, Machine Learning. Et après aussi, on a Cars et Android TV, Google TV, que je n'ai pas parlé ici parce que ça me semble être hyper particulier. Donc si ça vous intéresse, allez voir les replays. Ils durent en général tous en 10, 15, 20 minutes pour les plus gros. Et après, il y a eu comment on appelle ça, pas un Code Labs, mais un workshop, merci. Un workshop sur comment optimiser Exoplayer pour le streaming vidéo. Donc c'était plutôt intéressant. Pareil, si ça vous intéresse. Je vous partagerai, je fais une petite parenthèse, tous ces éléments-là sont cliquables. Je vous partagerai, je sais pas comment, avec le POG ou quoi, les slides, ce sera sur mon Twitter et puis ce sera sans doute relayé, ou dans la description de la vidéo s'il y en a une. Sur Meetup aussi, tout ça, partout, voilà. Vous pourrez cliquer si vous voulez. Ok, parlons de Jetpack et de tooling. Je l'ai mis en deuxième, comme ça vous réveille un peu parce que voilà, je sais que c'est ce qui intéresse le plus en général. Et on va commencer par Jetpack Compose, donc cette version 1.2 qui est pour l'instant encore en bêta. Wear OS, énormément d'annonces avec Wear OS qui ont été faites. Et enfin, on va faire un focus sur toutes les features qui ont été réalisées dans les versions Dolphin et Electric L, donc sur la version bêta et Canary d'Android Studio. Donc on va commencer avec Jetpack Compose. Première annonce, les downloadable fonts. Ok, c'est bon, je l'ai dit, je ne le redirai plus. C'est quoi? C'est vous permettre de récupérer des fonts d'un provider. Là, je prends en exemple Google Fonts, mais théoriquement, vous pouvez utiliser n'importe quel provider qui existe. Et au runtime, il va venir télécharger la fonte et l'utiliser dans vos différents templates. Enfin, dans vos différents thèmes, pardon. Donc pour ça, vous avez une dépendance, ici UI Text Google Fonts. Et après, vous allez définir votre provider. Donc ici, là, c'est la configuration que vous définissez. Pour information, c'est la même configuration pour tous les utilisateurs. Elle est disponible dans Android, Now in Android, dont on a déjà parlé avant, si ça vous intéresse de récupérer le certificat notamment. Une fois que vous avez le provider, vous pouvez venir définir votre fonte. Donc là, ici, je vais utiliser Montserrat. Et après, votre font family en déclarant votre provider que vous voulez utiliser. Une fois que vous avez fait ça, vous avez votre font family et vous pouvez la spécifier dans un objet typographique comme n'importe quelle autre font. Et vous n'avez rien d'autre à faire. C'est plutôt magique. Autre exemple aussi, si vous connaissez la suite des samples Jet quelque chose, il y a JetChat, il me semble, qui utilise massivement Google Fonts. Donc si vous voulez avoir des informations là-dessus, allez voir là aussi. Et après, il y a documentation aussi, forcément. Dans Compose, il y a une catégorie texte sur laquelle il y a Downloadable Fonts avec encore plus d'informations que ce que je vous ai présenté là maintenant. Nested Scrolling Interoperability, misère. Qu'est-ce que c'est? C'est le fait de pouvoir lier un écran qui est scrollable. Donc ici, j'ai mis un lazy colon avec votre toolbar qui est en XML. Donc jusqu'à présent, ces deux systèmes ne coexistaient pas. Donc ce que vous pouvez faire maintenant, c'est utiliser un Remember Nested Scroll Interop Connection, la spécifier dans votre lazy colon via Nested Scroll et automatiquement, ça va se lier avec la toolbar du dessus. C'est magique. c'est juste magique parce que du coup, quand vous scrollez, vous pouvez voir la toolbar qui disparaît, etc. Enfin, comme si vous étiez dans une application full XML. Pareil, très peu de documentation pour le coup. Donc c'est directement une page dans les références, pour l'instant en tout cas. Par contre, dans les références, si vous voyez, il y a un petit morceau de code explicatif plus un snippet de code qui est sensiblement le même que je vous ai montré ici. Lazy Layout, vous connaissez sans doute, si vous faites du compose déjà, Lazy Column. Vous connaissez peut-être moins Lazy Vertical Grid, qui vous permet d'avoir exactement la même chose, mais en format grid, qui a été mis en release stable dans la 1.2 bêta, il me semble. Ce que vous connaissez peut-être moins, c'est le Lazy Layout, qui est utilisé under the hood. C'est-à-dire que dans Lazy Column et Lazy Grid,
Colon, ils utilisent Lazy Layout, qui est du coup maintenant un composant qui est aussi accessible pour nous si on veut créer nos propres Lazy Layout. Donc plutôt cool, et c'est sur ça que va se baser Google maintenant aussi pour créer tout un tas d'autres Lazy Layout. Je sais qu'il y a le Scaffold qui va arriver aussi dans une prochaine version de Compose. Pareil, lien vers les références parce qu'il y a encore moins de docs que ce que je vous ai présenté juste avant, mais il y en a un petit peu. Des replays, forcément sur Compose il y en a eu peloté. What's new in Jetpack, Jetpack Compose Best Practice, Lazy Layout in Compose qui, si vous avez été à Android Makers, ressemble énormément à ce que vous avez pu voir. Je ne sais plus qui c'était, mais c'est pas grave. Et après, 2 workshops, State in Jetpack Compose et Basic Layouts in Compose, qui vous montrent un petit peu comment ça fonctionne, comment l'utiliser, etc. Donc c'est plutôt intéressant aussi. Wear OS, 2 secondes. Ok. Grosse surprise, moi ça fait longtemps que je cherche une montre, alors j'étais plutôt content qu'ils en annoncent une à la Google I.O. Et donc du coup avec cette montre Wear OS, ils ont annoncé tout un tas de choses, notamment liées à Compose aussi. Donc la première chose qu'ils ont annoncé, c'est navigation. Navigation, c'est quoi? On va avoir ici Swipe Dismissible Nav Host, qui est un composant qui permet de simuler, enfin pas de simuler, qui permet de reproduire la navigation de la montre. Donc automatiquement, ce que vous voyez là, le back, quand on revient dans un écran précédent, est automatiquement géré pour vous. Donc en fait, vous ne pouvez pas faire de mauvaise navigation normalement avec ce type de composant. Et sinon, ça fonctionne exactement de la même manière que Navigation Compose pour téléphone. Pareil, scaling lazy colon. On avait le lazy colon pour téléphone. Avec les montres connectées, on a le scaling lazy colon qui vous permet d'avoir cet effet de scale quand on scroll, les items qui réduisent un petit peu au-dessus et en dessous. Automatiquement, c'est fait pour vous. Vous avez juste rien à faire après dans les différents items que vous spécifiez. Les scaling lazy colon fait la transformation pour vous. Et après, il y a eu énormément d'autres composants qui ont été annoncés. Picker, Slider, Stepper, Dialog, Progress Indicator. Tous, je pense que je le mets après, yes. Tous sont documentés. Donc il y a une page maintenant Compose sur Wear OS avec, vous voyez sur la gauche, tous les composants là que je vous ai listés rapidement. C'est des pages qui sont très très courtes. Genre ça tient quasiment sur un écran sans scroller pour vous expliquer comment fonctionnent les composants. Donc c'est vraiment simple à prendre en main pour le coup. Et après, il y a eu l'annonce de Google Horlogist. Alors, si vous connaissez Compose, vous connaissez sans doute Accompanist, qui est un helper qui est à la fois de permettre à Google de tester un certain nombre de composants avant de les intégrer dans Compose, ou parfois simplement prendre un parti pris sur Compose pour Android, qui ne sont pas forcément adaptés pour Compose tout court, qui n'est pas forcément dédié que pour Android. Et du coup, il y a l'équivalent pour Wear OS avec Horlogist, avec tout un tas de composants qui sont vraiment dédiés pour Wear OS Android. Donc liés aux médias, au DateTime, Navigation Aware, etc. Je l'ai mis comme ça, Google/Horlogist, parce que du coup, c'est le chemin sur GitHub. Donc vous allez juste faire github.com/Google/Horlogist pour le récupérer. Des replays, on a Beautiful Apps for Wear OS. Vraiment cool si vous voulez aller voir un peu plus loin comment fonctionne, toutes les nouveautés liées à Wear OS, vraiment complet. Et après, il y a un deuxième replay que je n'ai pas du tout cité, c'est tout ce qui est lié à la santé, avec leur partenariat, etc. Donc si ça vous intéresse, ça pour le coup, vous pouvez voir le replay, ils traitent ça en long et en large et en travers. Android Studio. Donc pour l'instant, on est sur la version Chipmunk, je sais plus, c'est pas grave. Ouais, faut suivre. La prochaine version, c'est Dolphin. Dolphin, alors pour Dolphin et pour Electric Hell, il y a énormément de nouvelles features qui vont arriver, donc c'est plutôt cool. La première, c'est les composes multi-preview. Grosso merdo, vous pouvez déjà faire ça.
si vous voulez, avoir dans un seul fichier plusieurs annotations Add Preview avec des configurations différentes. Donc ici, j'en ai une pour les foldable, téléphone et tablette, c'est ça. Maintenant, ce que vous pouvez faire, c'est avoir votre propre annotation. Donc ici, Preview Devices, les annoter avec vos Add Preview que vous voulez utiliser un peu partout. Et après, une fois que vous avez ça, vous utilisez sur vos fonctions Preview. Donc là, ici, j'utilise pas un Add Preview, j'utilise mon Add Preview Devices et automatiquement, il va me faire mes 3 affichages dans ma preview. C'est une tuerie. Quand vous devez supporter un nombre incalculable de devices différents, pouvoir créer ce genre de preview et les réutiliser partout sans devoir les recopier, c'est juste trop bien. Compose recomposition count in layout inspector, un nom très compliqué pour finalement pas grand chose, puisque en fait quand vous lancez votre application, vous avez le layout inspector, je l'ai pas mis, mais ouais ça, le layout inspector qui est généralement disponible en bas de votre Android Studio, qui vous permet de savoir le nombre de fois que sont recomposés vos composants de manière très fin. C'est-à-dire que ici, sur ma gauche, j'ai mon arbre de composants. Sur ma droite, j'ai mon application en live que j'ai sur mon téléphone ou sur mon émulateur. Et quand je fais des interactions, quand je navigue, ça va m'augmenter mon compteur. Donc là, pour le coup, c'est plutôt une bonne application. Je pense que c'est Now in Android d'ailleurs. Et j'ai eu que 4 compositions sur la bottom bar. Donc c'est plutôt cool parce qu'on voit que l'application elle est plutôt performante. Hop. Gradle Manage Virtual Device, alors c'est pas nouveau, ça a été annoncé je pense même l'année dernière. Par contre ils ont fait énormément de travail, notamment sur le caching des émulateurs. Donc exactement le même DSL que ce qu'ils avaient déjà annoncé avant. Vous spécifiez les test options, les devices et puis les configurations des émulateurs virtuels que vous voulez utiliser. Et dans le replay qu'ils ont fait, c'était un workshop, c'était tellement rapide qu'en fait ils les utilisaient pour les tests et genre ça s'exécutait en quelques secondes. Donc c'est vraiment impressionnant. Donc il y a vraiment énormément de travail qui est fait sur le cache de ce genre d'émulateur. Le 4V2, alors c'est pas un gros truc, mais ça me fait c'est plutôt cool parce que ça fait 10 ans qu'on se tape le 4. Donc on aura ce genre de choses. Donc grosso merdo, c'est les mêmes informations, sauf qu'on a on a déjà des couleurs et une meilleure organisation pour s'y retrouver un peu mieux. Donc là ici je vous ai montré la version expanded, la version compacte. Pour information, sur la gauche, il y a un petit icône de configuration si vous voulez afficher vos propres choses qui vous semblent utiles ou pas. Donc partir de l'expanded et venir récupérer que ce qui vous intéresse. Et après, il y a eu énormément de travail qui a été fait sur le filtrage dans les logs pour que ce soit bien plus, pas dire performant parce que l'autre était performant, mais en tout cas plus intelligent. Et après, le baseline profile. Alors le baseline profile, c'est quoi? C'est d'abord une dépendance. Je vais vous expliquer après. C'est une dépendance que vous rajoutez. C'est un test que vous faites. Alors c'est toujours presque le même. C'est en gros lancer l'application. Et en fait, ça va faire un record du lancement de votre application. Ça va générer un fichier qui se trouve du coup dans le chemin de votre application, qui est un .txt, et que vous allez pouvoir mettre dans votre src main de votre application, donc votre module app pour le coup. Et automatiquement, en fait, quand vous allez faire le déploiement sur la Play Store, ça va impacter les téléphones qui vont télécharger votre application pour optimiser le lancement de votre application. On parle de mémoire, c'est 30 à 40% de performance en plus sur le lancement de votre application. Donc c'est pas négligeable et finalement, ça coûte pas grand-chose de le faire. Au moins une fois et puis de le rendre disponible. Après, beaucoup d'autres choses qui ont été annoncées. Compose Animation Preview qui permet de faire du coup la preview d'animation directement dans la preview d'animation directement dans les Add Preview. Ou l'émulateur qui est dédié pour les montres qui a été amélioré notamment sur la toolbar pour mieux gérer la navigation. Support pour les j'aurais pu le mettre dans la colonne de gauche, mais le support du debugging des coroutines en Kotlin, ça c'est juste trop cool parce qu'aujourd'hui on est un peu à l'aveugle sur ce qui se passe dans les coroutines. Et pour information, ce sera la version 1.5.20 qui sera à utiliser minimum dans nos projets une fois que vous serez sous Dolphin. Donc pensez à migrer, à upgrader votre version de Kotlin. Canary Electric L,
première chose, c'est le live edit. Euh, alors, ça ici, c'est une application Decathlon. Donc c'est la réelle application. J'ai utilisé la plus grosse application qu'on a à Decathlon. Donc on n'est pas loin de Le Bon Coin avec ses 500 modules, etc. Ça fonctionne trop bien. Ça tinte un petit peu là, vous voyez, c'est pas, en termes d'expérience, c'est pas parfait, mais ça fonctionne. C'est-à-dire que quand j'ai fait mes modifs à gauche sur ajouter des éléments, machin, etc. Ben ça me fait ça fait des impacts dans mes non, c'est pas ma preview, c'est mon émulateur du coup. Donc ça c'est vraiment super cool, c'est vraiment un game changer. J'imagine qu'ils vont l'améliorer encore avec le temps, mais c'est déjà une première super étape qui va du coup rattraper un petit peu tout ce qu'on connaît avec le hot reload, avec Flutter, etc. Hop. On a le device mirroring. Grosso merdo, ça va aller très vite parce que ça va très vite. C'est en gros permettre de mirrorer votre téléphone qui est branché à votre ordinateur directement dans Android Studio. Donc je ne l'ai pas dit, mais il y avait une option à activer dans les settings de Android Studio. Et puis automatiquement, là, ce que vous voyez, c'est du coup mon téléphone. Et je peux interagir avec à la fois sur le téléphone physique ou directement dans Android Studio. Donc pour faire des tests sur un téléphone réel, mais directement intégré dans votre IDE, c'est plutôt cool. Et après, il y a le Resizable Emulator. Dernière vidéo. C'est quoi? C'est un émulateur qui switch de type de device. C'est-à-dire que là, je suis sur, ben voilà, ça a déjà changé, j'étais sur le phone, j'ai un menu sur le dessus qui permet de switcher sur la version unfoldable, tablette et desktop. Et ce qui est cool, c'est que du coup, c'est un vrai téléphone, hein, c'est un vrai émulateur, pardon. Et les changements sont vraiment faits au niveau OS, et donc du coup, ben, ça impacte votre application en conséquence. C'est hyper utile, notamment si vous êtes compatible avec les unfoldable. C'est-à-dire que vous pouvez passer avec l'émulateur de la version phone à la version unfoldable et gérer tout ce qui est transition d'état entre les deux états du téléphone. Donc vraiment cool aussi. Après, du coup, il y a eu d'autres annonces qui ont été faites. Hein. Le SDK Index, qui est du coup un helper au niveau de vos dépendances pour la mise à jour des dépendances et les alertes potentielles qui sont faites. Visual linting sur vos fichiers XML. Le fait de pouvoir émuler maintenant le Bluetooth. Et Firebase CrashETX, l'intégration de Firebase CrashETX directement dans votre IDE, qui vous permet notamment de récupérer du coup vos stack traces dans votre IDE, de cliquer sur les lignes et de récupérer dans votre code base. C'est trop bien. Pour avoir des détails sur tout ce que je vous ai cité là, ici, il y a une page Android Studio Preview Feature, etc., qui vous liste toutes les features de Dolphin et de Electric L sur une page. Donc elle est un peu longue la page, parce qu'il y a énormément de nouvelles features, mais pour le coup, comme Android Studio est notre environnement de travail, c'est typiquement le genre de choses qui est hyper intéressant de lire parce qu'il faut savoir maîtriser notre environnement de travail. Des replays, premier What's New in Android Development Tools, qui vous liste un peu tout ce que je vous ai dit aussi, et What's New in App Performance, qui rentre un peu plus en détail, notamment sur Baseline Profile, si ça vous intéresse aussi. Dernière section, Large Screen. Alors, ils ont introduit ce qu'ils appellent le Window Size Classes, qui sont en gros qui rangent les devices aujourd'hui dans 3 catégories. Alors j'exclus les Wear OS. Et donc on va avoir les compacts qui sont les téléphones, les medium qui sont les unfoldables et les tablettes au format portrait, et après les expanded qui sont les tablettes au format paysage et les desktops. Les desktops parce que du coup ils incluent Chrome et le fait de pouvoir resizer vos applications au grand format finalement. Et donc du coup, vous le voyez ici en dessous, on a en dessous c'est 800 dp, c'est pour les compacts, entre 600 et 840 c'est les médiums et après c'est les expanded. Dans Now in Android, du coup, cette application elle est compatible avec ces différentes tailles d'écran. Donc ils ont une version phone avec ce que vous voyez ici en dessous, la bottom navigation. Ils ont une version unfoldable ou tablette qui du coup, la bottom navigation se transforme là c'est du navigation rail, si je ne me trompe pas sur le nom.
Et après, on a le format desktop ou tablette large qui, du coup, utilise une navigation drawer. Comment ils ont fait ça? Alors, ils ont rajouté un Remember with Size class parce que la size peut changer. C'est-à-dire que vous soyez sur un desktop Chrome OS qui resize votre application ou un phone unfoldable qui du coup s'ouvre et se referme, ça va mettre à jour la variable size class avec cette nouvelle valeur. Et après, vous allez pouvoir faire des conditions pour dire, ok, est-ce que je suis dans un état médium, compact ou expanded? Et après, du coup, utiliser le bon composant qui va bien. Donc là, typiquement, on utilise le navigation rails, un navigation drawer ou navigation bar en fonction des différents états que je vous disais juste avant. Un petit mot sur la navigation. Alors, comme il y a de plus en plus de types de devices, de tailles de devices, etc., ils prennent un parti pris aussi sur la structure de votre navigation. Donc typiquement, ce qu'ils recommandent, c'est ça. C'est-à-dire avoir un graphe unique de navigation, donc l'écran A, l'écran B, l'écran C, et après avoir des conditions pour dire, ok, si je suis en compact, je fais ci, si je suis en expanded, je fais ça, etc., en termes de déclaration de composants. Et donc ce qui, du coup, ne recommande pas, c'est d'avoir un graphe de navigation pour tablette, un graphe de navigation pour téléphone et faire des passerelles entre les deux plus ou moins correctes pour gérer les changements. Typiquement, si vous passez d'un format phone à un format unfoldable et que vous avez une navigation qui est vraiment complètement différente pour ces deux types de devices, parce que du coup l'un est rangé dans le compact, l'autre est rangé dans le medium, ça veut dire que typiquement, qu'est-ce que vous faites? Si genre vous ouvrez un certain nombre d'écrans dans le unfoldable, est-ce que quand vous revenez sur l'état de téléphone, est-ce que vous devez revenir sur la liste? Est-ce que vous devez arriver sur l'écran de détail de votre liste? Alors là, c'est des cas simples, mais j'imagine que vous avez plein d'autres cas compliqués dans votre quotidien. Et après, du coup, c'est l'état qu'il faut gérer entre ces différentes transitions, etc. Donc typiquement, ils préfèrent vous conseiller d'avoir une approche UI adaptive plutôt que d'avoir des navigations différentes et donc presque des applications différentes. Et donc du coup, ça se traduit comment? J'ai mon graphe de navigation qui est toujours le même. Hop. Et après, dans mes composants, je vais commencer à gérer le fait de m'adapter en fonction des différentes tailles. Donc typiquement, là, je suis sur une liste. Et si je suis en format expanded, je vais afficher 2 éléments de ma liste. Sinon, je vais en afficher qu'un parce que je me dis que j'ai pas assez d'espace, etc. Donc c'est un exemple très très simple, hein. Mais typiquement, non, c'est pas le même exemple là que je vous ai pris, mais typiquement, voilà, c'est ça. En gros, c'est toujours le même écran, c'est parfois des composants différents pour la liste liée à la navigation, mais sinon, c'est vraiment le même écran qui juste s'adapte en fonction des différentes tailles. On en parlait avant et encore avant. Now in Android, aujourd'hui, c'est le projet que recommande Google pour que vous puissiez vous inspirer de ce que eux recommandent de faire. Donc pareil, github.com/android/now-in-android pour le retrouver. Et donc il y a plus que l'architecture, ils font effectivement énormément de parti pris sur l'architecture, mais aussi sur tout ce qui est user interface, donc tout ce qui est lié à Compose, et aussi sur tout ce qui est testing, parce qu'il y a énormément de tests qui sont faits dans Now-in-Android. Donc typiquement, même si vous n'êtes pas pour tout ce qui est présent dans Now-in-Android, sans doute qu'il y aura des choses qui vous intéressera quand même sur vos différents projets. Les replays, App for large screen, Android for all screen size, et Update for larger screen et Input for all screens sont tous des tools qui sont vraiment dédiés à cette gestion multi-taille de vos applications. Vraiment hyper intéressant. Et ça va même plus loin du coup parce que typiquement vous l'avez peut-être pas en tête, mais si Chrome OS arrive, est arrivé déjà, et que vous pouvez déjà utiliser votre application sur un Chrome OS, ça veut dire que c'est une souris qui utilise votre application. Et donc potentiellement, c'est pas exactement la même chose en termes d'expérience, etc. Typiquement, le Input for All Screens, j'ai trouvé ça hyper intéressant parce que c'est lui qui aborde ce genre de choses. Et après, il y a Adaptive Layout with Sliding Pane Layout, qui lui est un workshop qui vous explique un peu comment ça fonctionne d'un point de vue plus technique. Et c'est tout. Et je tiens dans les temps, c'est trop bien. Merci de m'avoir écouté. Est-ce qu'il y a des questions ou c'est clair? Ah oui, alors oui, je me suis. C'était pas simple de
de savoir. Mais du coup, j'ai une question. Si vous répondez à la question, vous pouvez gagner ce t-shirt. Question que j'ai du coup, l'information que j'ai dit juste avant. Qui est en capacité de me dire à combien de dp augmente compose pour les icônes en format quand l'accessibilité est activée? Ouais, combien? Ouais, non, 48. Bravo. Félicitations.